Le club de la presse d'Europe 1. Jusqu'à 20h avec vous, Patrick Roger. Et avec l'ambassadeur de Russie en France en direct et en public ici pour le club de la presse d'Europe 1, Alexandre Orloff, avec nos trois grandes voix ce soir. Serge July, Michel Cotta et Robert Namias qui va vous poser la prochaine question. Robert. Oui, on parlait de la redistribution des cartes au Proche-Orient, notamment pour tenter de lutter contre le terrorisme et contre Daesh. Quel rôle imaginez-vous pour l'Iran dans cette redistribution ? Je crois que l'Iran est appelé à jouer un rôle important, sans doute, mais il faudrait commencer par dédiaboliser l'Iran. L'Iran, c'est quand même un très grand pays, très grande civilisation. Grande culture. Très grande culture. Et vous savez, moi, comme François Mitterrand, je crois toujours aux grandes cultures. Et l'Iran, sans doute, va revenir sur la scène internationale comme un facteur d'équilibre important. Et il faudrait d'abord régler le problème avec le nucléaire iranien. Et là, je vois qu'il y a quand même des progrès assez significatifs et qui permettent d'espérer avoir la solution en avril. Peut-être cette année déjà. D'ailleurs, on voit que les États-Unis sont aussi intéressés par cette solution. Alors, si ce problème est réglé, l'Iran peut revenir sur la scène internationale et jouer un rôle d'une puissance régionale, à mon avis, très important pour contrecarrer, pour équilibrer des extrémistes. Est-ce qu'on n'est pas au bord d'un renversement d'alliance inéluctable, avec en effet les Américains qui, par définition, vont finir par retravailler, disons, sinon pactiser avec l'Iran, avec un Hafez el-Assad qui reste conforté en Syrie. Est-ce que là, de manière, au fond, c'est la Russie qui, sur ce plan-là, voit ces différents plans imaginés qui se mettent progressivement en application? Peut-être on a été plus perspicace que les autres, je ne sais pas, mais... De toute façon, vous pensez que la lutte armée... Il ne faut pas partout voir la main de Moscou, on n'est pas super puissant, hélas, mais ça va dans le bon sens, toutes ces évolutions. Pas forcément la main, ça peut être l'analyse aussi. Donc ça veut dire que la lutte contre Daesh... On a des bons joueurs aux échecs, vous savez. Ouais. On calcule des coups à l'avance. La lutte contre Daesh... Non, mais la lutte contre Daesh, vous pensez qu'elle n'est que diplomatique, qu'elle ne passe que par l'Iran, et en aucun cas par des interventions multiples, comme on a vu sur la guerre d'Irak. Donc la lutte contre Daesh, elle passe par la diplomatie et par la diplomatie iranienne. Je pense que, bien sûr, le problème de Daesh sera un jour réglé par la façon diplomatique. Mais des fois, des coups à l'heure militaire sont peut-être nécessaires pour stopper leur avancée. Heureusement, on les a arrêtés à temps. Mais néanmoins, encore une fois, je ne pense pas que par les armes, on peut résoudre tous les problèmes. Il faudrait trouver une solution diplomatique. Il faut travailler avec des alliés qu'on peut avoir dans la région. Et moi, je pense que les Kurdes, ce sont des alliés importants. C'est pour ça d'ailleurs que les bombardements ont eu lieu en Irak. Pour les protéger. Oui, justement. C'est un peuple, un grand peuple aussi, qui n'a pas de son territoire, mais qui se bat contre les terroristes et qu'il faut aider, sans doute. J'ai vu que François Hollande a eu une discussion avec les représentants kurdes il y a quelques jours. Je crois qu'on a la même analyse. Et puis il y a d'autres, sans doute. Oui. À vous écouter, encore une fois, là, cette fois, vous nous dites que Daesh est en train d'être stoppé. Vous êtes quand même très confiant, quoi. Hein, avant de renouer, reparler, ce dialogue diplomatique, comme l'évoquait Robert Namias en fait à l'instant. Stopper sur le terrain. Sur le terrain. Je crois qu'il représente encore une grande force, sans doute. Il contrôle un territoire important, mais il ne progresse plus. Et c'est déjà important. Ils sont riches. Michel Cotta. Le pétrole leur va très bien. Et c'est une grande. Et oui, alors voilà. Ils sont riches. C'est une autre question. Comment alors les gens, pourquoi? Parce qu'on les aide, les États qui disent qu'il faut combattre le terrorisme et en même temps ils achètent. C'est l'Arabie Saoudite. Pas uniquement. Achètent le pétrole chez les terroristes, chez Daesh. Je crois qu'il y a aussi d'autres États. Vous pensez que c'est les Turcs, par exemple? Ça, je ne sais pas. On ne peut pas les citer. Non, mais je dis un exemple. Les bruits courts, mais... Vous êtes ambassadeur, oui, d'accord. Diplomatie. Oui. Et ça aussi, alors, c'est une question importante. Si on fait la lutte contre le terrorisme, il faut la faire par tous les moyens. Ne pas en même temps les battre, les combattre, et puis acheter le pétrole qu'ils volent.
c'est pas bon. Robert Namias. Dans les télégrammes que vous envoyez à Moscou, que dites-vous des risques terroristes en France? Est-ce que vous comprenez la position du gouvernement qui est très en pointe à l'international sur le terrorisme, mais pour lequel, évidemment, c'est un problème majeur en France. Comment vous l'évaluez, vous, ce risque? C'est bien la France. Bon, je pense qu'il y a toujours une risque terroriste, hélas, partout, pas uniquement en France, mais ils peuvent frapper n'importe où, hélas. Mais je crois que le gouvernement français a pris des mesures tout à fait appropriées pour combattre le terrorisme. Je vois une grande activité. Il y a sans doute une coopération accrue avec les pays européens, mais aussi avec la Russie. Et je peux vous dire que nos services travaillent très bien avec les services français pour combattre ensemble les réseaux terroristes, un peu partout, en Europe notamment. Non, je crois que nous approuvons entièrement les mesures qui sont prises par le gouvernement français et nous pensons que ce sont des mesures tout à fait adéquates. Vous pensez que la France est leader dans ce... je pense que... Pas un peu trop seul? Non, je pense qu'il joue un rôle on peut dire, de leader, d'exemple. Ouais. Et un axe Paris-Moscou quand même, ce soir. Vous parlez en permanence de François Hollande, qui a joué donc un rôle majeur cette semaine, et vous le félicitez en quelque sorte. Je pense que c'est un bon président quand même, il fait du bon travail. Ouais. Et Angela Merkel? Elle vient de chez vous. Je laisse mon ambassadeur à Berlin de se prononcer. Alexandre Orloff, on va terminer, il nous reste quelques minutes, on va terminer quand même sur cet espoir de cesser le feu ce week-end. C'est quand même aussi urgent évidemment pour la situation en Ukraine, ce que vous nous avez décrit tout à l'heure avec des milliers de morts, mais également pour la Russie qui souffre quand même économiquement, même si cela vient aussi évidemment du pétrole et de la chute du rouble, mais vous êtes de plus en plus isolés. Les produits occidentaux, on me disait ce matin qu'il n'y a plus par exemple de mozzarella à Moscou. Alors si on veut trouver de la mozzarella, il n'y en a plus. C'est fini les importations. Si on veut manger mozzarella, c'est un retour. On vient ici. Non, mais la France aussi souffre sur le plan des fournitures alimentaires. Non, c'est exagéré. C'est pas exagéré. Si, non, peut-être il y a des problèmes pour trouver un bon camembert au mozzarella, mais les gens ne meurent pas de faim. Mais je pourrais dire que les Russes souffrent, je dirais que les Russes souffrent beaucoup plus sur le plan moral qu'économique. Parce que les sanctions de l'autre partie de l'Europe contre nous sont perçues avant tout comme une humiliation. Et ça, c'est le fait le plus, disons, dévastateur de ces sanctions, parce que moralement, on ne comprend pas. Et l'effet pervers, c'est que ça les durcisse, les Russes? Vis-à-vis de l'Europe. Il faut connaître l'histoire de la Russie. Une petite question pour terminer. Il y a une femme, un pilote ukrainien, qui est détenu en Russie. Elle a participé à cette guerre. Pourquoi elle est détenue en Russie? Elle est en grève de la faim depuis plus de 2 mois. Vous comptez la libérer? C'est dans l'accord? Non, c'est pas dans l'accord. C'est une femme qui a participé, d'après ce qu'on sache, à l'assassinat d'un des journalistes russes à l'est de l'Ukraine. Elle a été arrêtée. Elle est maintenant entre les mains de la justice. Elle faisait de l'information oui, mais européenne. Elle a aidé quand même elle a participé à l'assassinat de journalistes. Pourquoi elle est détenue en Russie et pas dans le Donbass? Pourquoi elle est détenue en Russie? C'est une drôle d'idée quand même. Elle s'est retrouvée en Russie. Puisque vous n'êtes pas dans le coup. Oui, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée en Russie, mais moi non plus. Elle a été livrée aux Russes, qu'elle est maintenant entre les mains de la justice. On fait l'enquête. Après, il y aura un jugement. Si le tribunal le reconnaît pas coupable, elle pourra être libérée. Pourquoi ce serait la justice russe? Parce qu'il a assassiné un Russe. Et puis, elle a été livrée à la Russie par les séparatistes, peut-être. Mais... Allez, une affaire en cours. Donc, merci aux grandes voix Robert Namias, Serge July, Michel Cotta et bien sûr, Alexandre Orloff. Spasiba Bolchoï, l'ambassadeur de Russie. Spasiba.